Il était facile de prévoir que les nouvelles élections amèneraient une crise et que le nouveau tir de législature serait composé d'hommes exagérés qui accroîtraient la source des maux qui pesaient sur la patrie. Le territoire n'avait aucune politique intérieure. Il marchait au jour le jour, entraîné par le caractère individuel des directeurs, par la nature vicieuse d'un gouvernement de 5 personnes. Il ne prévoyait rien et n'apercevait des difficultés que quand il était matériellement arrêté. Quand on leur disait comment ferez-vous aux élections prochaines? Nous y prévoirons une loi, répondait la réveillère. La suite a fait voir de quelle nature était la loi méditée par le directoire. Quand on leur disait pourquoi relevez-vous? Pas toutes les armées de la République qui n'ont été que menées les tromper en fructideurs par les partis de l'étranger. Pourquoi ne pas rappeler Carnot pour ta vie? Nous malheur, Barbe et Marois, afin de faire en faisant contre le parti de l'étranger et les exagérer. Mais le directeur attachait un peu de prix à ses observations. Il se croyait ayant populaire est assis sur un terrain solide et ferme. Un parti composé de députés ayant influence dans les deux conseils de fructidoriens patriotes qui cherchaient un protecteur des généraux les plus influents et les plus éclairés présents ont longtemps le général d'Italie de faire un mouvement et de se mettre à la tête de la République. Il se refusa. Il n'était pas encore assez fort pour marcher tout seul. Il avait, sur l'art de gouverneur, et sur ce qui faisait à une grande nation des idées si différentes des hommes de la Révolution et des assemblées qui ne pouvaient agir seuls. Il craignait de compromettre son caractère. Il se détermina à partir pour l'Égypte, mais résolu de reparaître si les circonstances venaient à rendre sa personne nécessaire ou utile. Talleyrand, ministre des Relations extérieures, était l'homme du directoire. Il avait avec tout temps lors de la Révolution. Il fut un des trois évêques qui prêteront serment à la constitution civile du clergé et qui sacreront les messes à la fameuse fédération de 1790. Député à l'Assemblée constituante, il y fit plusieurs rapports sur les biens du clergé. Sous le législatif, il fut envoyé à Londres pour traiter avec le gouvernement anglais. Mais quand la révolution eut pris une pente plus rapide et plus acerbe, il devint suspect et fut contraint de se réfugier en Amérique. Après le 13 en demi-heure, la Convention royale, ancien évêque de temps de la liste des émigrés, y reparut alors en France, et il fut très protégé par la coterie de Madame de Staël. Il était discret, souple, insinuant et gagnant à la faveur des directeurs Barras, Merlin, Rubal et même de la réveilleur de Pau, auquel il faisait la queue comme il la faisait jadis à Versailles. Il devint ministre des Affaires étrangères, ce qui le mit en correspondance avec le négociateur du Campion Formion. Talleyrand s'attacha dès cet instant à plaire au général et à s'insinuer dans son esprit celui que le directoire employait constamment auprès du général d'Italie. À l'approche du 21 janvier, où le gouvernement célébrait l'anniversaire de l'exécution de Louis XVI, ce fut un grand objet de discussion entre le directeur et le ministre de savoir si Napoléon devait aller à la cérémonie ou non. On craignait d'un côté que s'il n'y allait pas, cela ne
dépopulariser la fête de l'autre, que s'il y avait, on oublia le directoire pour s'occuper de lui. Néanmoins, on conclut qu'il devait y aller. Talleyrand, comme de coutume, se chargea de la négociation. Le général s'en excusa, disant qu'il n'avait pas de fonction publique, qu'il n'avait personnellement rien à faire à cette cérémonie, qui, par sa nature, plaisait à faire peu de monde. Il ajoutait que cette fête était le plus impolitique, que l'événement qui rappelait était une catastrophe, un vrai malheur national, qu'il comprenait très bien qu'on célébra le 14 juillet parce que c'était une époque où le peuple avait conquis ses droits, mais que le peuple aurait pu conquérir ses droits, établir même une république sans s'essuyer de supplices d'un prince déclaré inviolable et non responsable pour la Constitution même, qui ne prétendait pas discuter si cela avait été utile ou inutile, mais qui soutenait que c'était un incident malheureux, qu'on célébrait des fêtes nationales pour des victoires, mais qu'on pleurait sur les victimes restées sur le champ de bataille, qu'il était assez simple. D'ailleurs, que Louis Talleyrand étant ministre dut y paraître, mais qu'un simple particulier n'avait rien à y faire, que cette politique de célébrer la mort d'un homme ne pouvait jamais être l'acte d'un gouvernement, mais seulement celui d'une faction, comme qui dirait d'un club de jacobins, qu'il ne concevait pas comment le directoire qui avait proscrit les jacobins, les anarchistes, qui aujourd'hui traitaient avec tant de princes, ne sentait pas qu'une telle cérémonie faisait à la République beaucoup plus d'ennemis que d'amis éloignés au lieu de rapprocher, agresser au lieu d'adoucir, épargner au lieu de renfermer, était digne fin du gouvernement d'une grande nation. Talleyrand mettait au jeu tous ses moyens. Il essayait de prouver que c'était juste, parce que c'était politique, disait-il, car tous les pays et toute la République avaient en célébré comme un triomphe la chute du pouvoir absolu et les meurtres des tyrans. Ainsi, Athènes avait toujours célébré la mort de Pisistrate et on ajoutait des sans-vieux. Il ajoutait que d'ailleurs c'était une loi qui régissait le pays et que dès lors chacun lui devait soumission et obéissance. Il concluait enfin que l'influence du général sur l'opinion était telle qu'il devait y paraître ou qu'autrement son absence pourrait blesser les intérêts des choses publiques. Après plusieurs pourparlers, on trouva un mezzo terminé. L'Institut se rendait à cette fête et il fut convenu que les membres de l'Institut suivraient sa classe et qui remplissaient un devoir de cœur. Cette affaire, ainsi managée par Talleyrand, fut très agréable au directoire. Cependant, quand l'Institut entra à Saint-Sulpice, où se célébrait cette cérémonie, quelqu'un qui reconnut Napoléon l'ayant fait apercevoir, il n'y eut plus de cet instant d'autres yeux que pour lui. Ce que le directoire avait craint lui-même arriva, il se trouva complètement éclipsé. Quand la fête fut terminée, on laissa le directoire sortir tout seul. La multitude demeura pour celui qui avait voulu se perdre dans la foule de l'Institut et fit retenter les airs de Vive le général de l'armée d'Italie, de sorte que cet événement ne fit que croître les déplaisirs des gouvernants. Un autre événement mit Talleyrand à même d'être encore agréable au directoire dans un café au lieu public chez Garchi, du jeune Jean, sous prétexte de
raillement politique dans la manière dont leurs cheveux étaient tressés furent insultés, attaqués, assassinés. Cet guet-apens avait été dirigé par les ordres du ministre de la police Sautin et par ses agents. Les circonstances étaient déjà telles que le général d'Italie, qui bien qu'au fond de son domicile, était obligé néanmoins pour sa propre sûreté de porter une attention inquisitive sur des événements de cette nature. Il fit éclater son indignation. Talleyrand lui fit envoyer pour le calmer. Celui-ci disait qu'un pareil événement était commun en temps de crise, que les moments de révolution sortaient de la loi commune qui s'y avait devenait nécessaire d'en imposer à la haute société de réprimer la hardiesse des salons, qu'il était des genres de fautes que les tribunaux ne sauraient atteindre ou réprimer, qu'on ne pouvait sans doute approuver la lanterne de l'Assemblée constituante et qui cependant, sans la révolution, n'eût jamais marché, qu'il était bon qu'on doit tolérer parce qu'il avait des plus communs. Le général répondit qu'un pareil langage à eux était tout au plus supportable avant Fructidor lorsque les partis étaient en présence et qu'on avait mis le directoire plutôt dans le cas de se défendre que dans la situation d'administrer qu'alors peut-être cet acte eût pu s'excuser sur la nécessité, mais qu'aujourd'hui, que ce gouvernement se trouvait investi de toute la puissance, que la loi ne trouvait d'opposition nulle part, que les citoyens étaient tués et non affectionnés, du moins soumis, cette action devenait un crime atroce, un véritable outrage à la civilisation qui partout où se prononciaient les mots des lois et de la liberté. Tous les citoyens demeuraient solidaires les uns des autres qui, si dans cette expédition des coupes-charrettes, chacun devait se trouver frappé de terreur, se demander où cela s'arrêterait, ce quoi tous les régimes des jaunisseurs. Ces raisons étaient trop possibles pour avoir besoin d'être développées à une âme de l'esprit et du caractère de M. de Talleyrand. Mais ils avaient une mission et cherchaient à justifier une administration dont il ambitionnait de conserver la faveur et la confidence. L'empereur m'a fait venir. Il avait pris un bain de 3 heures. Il me donnait à deviner ce qu'il y avait lu. C'était la nouvelle Héloïse qu'il avait tant charmé à Briars. En l'analysant de nouveau, il a sabré cette fois tout à fait. Il rejette de la meilleure est venu en citation. Il croyait l'avoir détruite par la route qu'il avait fait ouvrir pour le passage de Simplon. Je l'ai assuré qu'il en restait encore assez peu en conserver le parfait souvenir. Il s'avançait, disait-je, on saillit sur le chemin même et ferait encore au besoin un très beau sauté, le cadre. L'empereur attribuait en grande partie au beau portrait de Milord Edward dans la nouvelle Héloïse et à quelques pièces de théâtre de Voltaire la belle réputation de caractère anglais en France. Il s'étonnait de la facilité de l'opinion dans ces temps-là. Voltaire et Jacques l'avaient encore ruiné à leur gré. Il serait bien moins heureux aujourd'hui si Voltaire surtout avait régné sur ses contemporains, disait-il, si avait été le héros du temps, c'est que tout alors n'étions que des nets.